Kaisho Denei, salut à tous, c'est Julien, votre guide des marches Erialdé, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau reportage dans l'antre de Bacha Dioulaine. Bon, avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire pour participer aux marches Erialdé, la marche des sorcières ou la nuit de Bacha Dioulaine, et ça se passe sur mon site internet erialdé-marche.com. N'hésitez pas à venir à ma rencontre pour en apprendre plus sur mon Pays Basque, sur sa culture, ses légendes et ses mystères. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre tristement célèbre, il s'agit du Malleus Maleficarum. Bon, c'est un sujet immanquable quand on parle de sorcières. Ce reportage va se découper en deux parties. La première partie va nous parler de ses créateurs, enfin de son créateur. Puis, dans la deuxième partie, nous parlerons des persécutions qui ont suivi la parution de ce livre. Retournons donc au commencement, si vous voulez bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'a pas fallu attendre l'arrivée du Malleus Maleficarum pour voir naître les chasses aux sorcières et les suspicions. Cela fait déjà plusieurs siècles, en réalité depuis le haut Moyen-Âge, que les superstitions et les craintes autour de la sorcellerie perdurent. Tout ceci découle en réalité de ces mythes anciens, de ces croyances, ces rituels qui se heurtaient à l'installation d'une église plus dogmatique et rigoriste, mais aussi à la rencontre de plusieurs courants religieux qui rentraient parfois en conflit. À la fin du XIIe siècle, c'est la naissance de l'Inquisition par le pape Innocent III. Si aujourd'hui nous avons tous en mémoire la dureté de l'Inquisition à l'espagnol, qui amènera d'ailleurs les sorcières de Zugarramurdi sur les bûchers de Logroño en 1610, l'Inquisition c'est tout d'abord une création presque made in France, sous la supervision de l'Église romaine. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, très certainement. À cette même période, en 1233, le pape Grégoire IX, après la création de l'Inquisition, reconnaît l'existence des sabbats dans plusieurs campagnes européennes. En 1326, c'est le pape Jean XXII qui officialise les poursuites contre la sorcellerie, et surtout contre ce que l'on appellera dans un premier temps les hérétiques. C'est cette officialisation qui permettra le procès en hérésie de Jeanne d'Arc, et qui conduira d'ailleurs la pucelle d'Orléans au bûcher en 1431. Elle est considérée par certains comme une sorcière. Mais à cette époque, il n'existe pas encore de manuel, d'ouvrage fiable pour condamner et punir des sorcières. Le Malleus Maleficarum sera le livre tant attendu par certains pour amplifier ces chasses aux sorcières. Appelé aussi le marteau des sorcières, il va connaître un retentissement incroyable et assez inattendu. C'est effarant de s'imaginer que de ces pages vont découler les dizaines de milliers de bûchers qui vont embraser l'Europe dans une époque jugée pourtant libératrice, la Renaissance. Le Malleus Maleficarum ne va cesser de s'étoffer et de se transformer au fil des années, devenant plus pernicieux et plus sadique de réédition en réédition. Le Malleus Maleficarum va connaître une trentaine de republications et de versions entre 1486 et 1669. 2 siècles coincés entre deux époques, la Renaissance et les temps modernes, qui n'ont pas toujours le même idéal et les mêmes attentes, mais qui vont pourtant faire justice avec un seul et même livre. Le succès malheureux du Malleus Maleficarum, on le doit indirectement à un homme, Johannes Gutenberg, qui va créer l'une des plus grandes inventions de ce siècle, la presse mécanique à caractère alphabétique en 1450. La naissance de l'imprimerie un peu plus de 30 ans avant l'arrivée du Malleus. Et c'est à Bâle que serait née la toute première édition du Marteau des sorcières, entre 1486 et 1487, imprimée par un certain Peter Drac. Mais qui est la plume derrière cet obscur ouvrage ? Eh bien, c'est Heinrich Kramer qui rédigera le Marteau des sorcières. Cet homme, connu également sous le nom de Henri Incitoris, va naître à Sélestat, en Alsace, en 1436. Et c'est dans cette même ville qu'il embrassera un destin religieux, en entrant au couvent des Dominicains. Heinrich Kramer faisait partie de ces inquisiteurs qui parcouraient l'Allemagne, avec pour mission de débusquer les sorcières.
C'est d'ailleurs l'échec d'un de ces procès restés dans l'histoire qui conduira Heinrich Kramer à écrire le Malleus Maleficarum. En 1485, Kramer participe avec férocité au procès de plusieurs sorcières, dont Helena Schöberin à Innsbruck, en Autriche. 48 femmes, 2 hommes, sont accusés de pratiquer les arts de la magie. On leur reproche de concocter des élixirs pour des vengeances sur des conjoints infidèles, pour répandre des maladies ou encore pour provoquer la mort. Mais Heinrich Kramer va surtout s'attarder sur le cas de la pauvre Helena Schöberin. Il va commencer à pointer ses déviances devant l'Assemblée, dessinant déjà les contours de la sorcière pécheresse et sulfureuse de son futur ouvrage. Kramer accuse Helena d'avoir une sexualité déviante, qui lui serait dictée par Satan en personne, allant jusqu'à conclure que le pouvoir de cette sorcière n'est alimenté que par sa soif sexuelle. Helena va devoir répondre à plusieurs questions humiliantes sur ses pratiques sexuelles, mais on l'observe assez fortement dans cette séquence historique. L'Église ne condamne pas encore le péché de chair, et la sorcellerie n'est pour le moment qu'une accusation mineure. Un représentant de l'évêque s'insurge du comportement de Kramer au sein de l'Assemblée et le désavoue devant les accusés. Heinrich Kramer est sommé de quitter le tribunal. Le lien fait par Kramer entre promiscuité sexuelle, immoralité et pratique de la sorcellerie sera jugé irrecevable par l'évêque George Golther. Celui-ci ajoutera qu'il n'avait jamais été fait mention du diable dans les accusations initiales et que la vie sexuelle des femmes n'avait pas à être évoquée aussi crûment au sein d'un tribunal. Le procès d'Innsbruck se conclut ainsi, sans qu'aucune charge ne soit retenue, à l'encontre d'Helena Schöberin et des autres accusés. Et c'est même l'archiduc Sigismund de Tyrol qui paiera les frais du procès. C'est un lourd revers et un profond désaveu que subit Heinrich Kramer, lui qui est persuadé de comprendre le fonctionnement et la perfidie des sorcières. Kramer va s'installer quelque temps à Innsbruck, à la suite de cette défaite. Il continuera de préparer son plaidoyer et surtout de surveiller Helena Schöberin, en espérant voir le procès se réouvrir. Après plusieurs échanges épistolaires avec l'évêque George Golther, Kramer sera sommé de quitter Innsbruck. C'est la fin de la partie pour Kramer, mais il prépare déjà sa revanche. Henri Institoris repart à Cologne et va commencer l'écriture de son œuvre maîtresse, celle qui le fera rester dans l'histoire et qui le liera définitivement aux sorcières à travers l'Europe et jusqu'aux confins du Nouveau Monde, le Malleus Maleficarum. Seul maître de son ouvrage, il va enfin pouvoir dessiner l'image de sa sorcière, celle qui le hante et le fascine, une femme dévorée par la luxure, le péché de chair et l'allégeance aux lois du diable. Ce livre est en réalité une blessure, une colère, la blessure d'un homme humilié, désavoué par les siens et en quête de vengeance. La colère d'un seul homme qui sera la sentence de plus de 60 000 personnes en Europe pendant près de 2 siècles. Kramer découpe son Malleus Maleficarum en 3 parties distinctes, mais malignement concomitantes. La première partie est une longue description philosophique de ce qu'est la sorcellerie. La deuxième partie est un manuel pratique pour permettre au clergé de reconnaître, d'identifier les sorcières dans leur propre communauté. Et enfin, la troisième partie, c'est un alignement de procédures, un guide pour accuser, juger et condamner à mort des sorcières. La Bible du chasseur de sorcières est née. Elle va connaître un succès d'édition tout aussi retentissant que sa grande sœur, plus spirituelle, la Sainte Bible. Et tout cela grâce à l'expansion de la presse d'imprimerie. Aujourd'hui, on a tendance à blâmer l'Église et à la voir comme la grande méchante derrière les chasses aux sorcières. Et si je vous disais qu'elle va se retrouver, sans le savoir, derrière l'un des plus gros mensonges du Malleus Maleficarum. Lors de sa première édition, en 1487, le marteau des sorcières va avoir l'honneur de mettre en avant ce que l'on appelle une bulle pontificale, Sommis Desiderantes, connue sous le nom de la bulle des sorcières. Cette bulle pontificale se rapproche d'une reconnaissance, une validation, une bénédiction de l'ouvrage par l'Église catholique.
Dans ce texte succinct, l'Église, par la main du pape Innocent VIII, met en garde contre la sorcellerie et exhorte les autorités locales à coopérer avec les inquisiteurs. Et par inquisiteur, les lecteurs du Malleus Maleficarum comprendront Heinrich Kramer, l'auteur du livre. Et pourtant, à aucun moment, cette bulle pontificale ne mentionne ni le nom de Kramer, ni le titre de son ouvrage. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette bulle pontificale n'a jamais été écrite pour reconnaître le travail d'inquisiteur de Kramer. Cette bulle date en réalité de 1484, soit 3 ans avant l'écriture et la parution du Marteau des sorcières. Mais Kramer va habilement l'utiliser et la mettre en bonne place dans son Malleus Maleficarum pour légitimer son ouvrage et redorer son image. Cette bulle devient alors trompeuse, laissant penser que l'Église, sous l'égide du Vatican, reconnaît et surtout approuve tout ce qui est dit et suggéré dans le Marteau des sorcières. Pour légitimer encore un peu plus son livre, Heinrich Kramer n'est plus à un mensonge près. Il va décider d'apposer sur son Malleus Maleficarum le nom d'un co-auteur, quelqu'un d'illustre, qui donnerait une assise à son futur best-seller. Sur toutes les éditions du Marteau des sorcières, vous trouverez toujours 2 noms, celui d'Heinrich Kramer, ou Henri Institoris, mais aussi celui de Jacob Sprenger. Et pourtant, il est fort probable que ce grand professeur de la faculté de Cologne, figure importante de l'ordre des Dominicains, n'ait jamais participé à l'élaboration du dit marteau. Sprenger signe bien la préface du Malleus Maleficarum, en qualité d'inquisiteur, bien qu'il n'ait que très peu traité de cas de sorcellerie dans sa carrière. En revanche, il est indéniable que l'intégralité du livre, par la suite, n'est que le fruit de l'imagerie de Kramer. Et ce n'est pas tout. Le Malleus Maleficarum a encore besoin d'un dernier document pour asseoir sa légitimité. Une approbation. Heinrich Kramer se décide à demander cette approbation à l'une des écoles religieuses les plus renommées de l'époque, à l'université de Cologne, dont Sprenger est un membre éminent. Une véritable zone d'ombre entoure encore aujourd'hui les signataires de cette approbation. La première partie du document d'approbation possède 4 signatures de professeurs en théologie de la faculté de Cologne, qui ont bel et bien signé le dit document en présence d'un notaire. Mais la seconde partie, qui résume succinctement le contenu du Marteau des sorcières, est signée par 8 professeurs. Mais cette fois-ci, il est mentionné que le notaire n'était pas présent le jour de la signature. Pire encore, après la parution du Malleus Maleficarum, certains de ces illustres signataires avoueront n'avoir jamais signé ce document d'approbation, quand d'autres admettront n'avoir lu que succinctement le Marteau des sorcières avant de le certifier. L'un des théologiens signataires, ayant lu l'ouvrage avec attention, spécifiera tout de même que ce manifeste nécessite un réel savoir pour être appréhendé, et il déconseillera même de le laisser dans les mains de n'importe qui. Cette approbation controversée, dont certains historiens soutiennent qu'elle est falsifiée par Kramer lui-même, sera imprimée dans toutes les éditions du Malleus Maleficarum et contribuera en partie à en faire son succès. Ce livre va passer de main en main dans toute l'Europe, sans que l'on ne remette jamais en cause son contenu, puisqu'il est soutenu, reconnu et certifié par l'Église, le pape et d'éminents professeurs de faculté. Le Marteau des sorcières va s'écouler à plus de 30 000 exemplaires dans toute l'Europe et dans une partie de l'Amérique du Nord. Alors ça nous paraît peu, avec nos yeux d'aujourd'hui, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Nous sommes au tout début de l'imprimerie, et les livres ne sont possédés que par une élite assez restreinte. Le clergé, les autorités religieuses, les autorités laïques, les bibliothécaires et les universitaires. Tous vont vouloir acquérir leur exemplaire du Malleus Maleficarum. Kramer tient sa revanche. Son livre est un succès populaire. Tout est prêt pour amplifier les chasses aux sorcières et des temps obscurs semblent arriver.
Bon, désormais, le Malleus Maleficarum, il voyage dans toute l'Europe, avec une funeste cause, juger, condamner et brûler des sorcières. Il n'y a plus aucune limite dans la barbarie. Torture, humiliation publique, viol, noyade, pendaison, bûcher. L'escalade de ces horreurs, elle est affolante, et elle va laisser des traces indélébiles dans les consciences. Les chasses aux sorcières qui découlent du Malleus Maleficarum, nous pouvons les découper en deux catégories distinctes. Une première vague, qui s'étend de 1484, date de la bulle pontificale du pape Innocent VIII, à 1520. Puis une deuxième vague qui arrive entre 1560 et 1610. Les chasses aux sorcières sont coincées entre deux époques, mais aussi entre deux visions du monde. Si la première vague revêt presque des allures de croisade religieuse menée par l'Inquisition, la deuxième vague est plutôt l'instauration d'un véritable modèle de société, porté par de vrais érudits de l'époque. Et pourtant, les deux commettront les mêmes injustices, les mêmes violences et condamneront les mêmes victimes. Parlons de cette première vague, 1484 à 1520. Depuis la création de l'Inquisition, c'est elle qui s'est toujours occupée de juger les hérétiques, tout comme les cas de sorcellerie, qui étaient considérés comme quasi identiques. Mais après l'apparition du Malleus Maleficarum, la sorcellerie change de catégorie et finit par devenir un crime. De fait, elle ne peut plus dépendre des lois de l'Inquisition et passe dans les mains du tribunal laïque ou du tribunal civil, du moins en France et sur le royaume de Prusse. Mais ces tribunaux ne seront ni plus cléments ni moins violents avec les sorcières, et les inquisiteurs auront toujours le droit de siéger lors de ces procès, mais cette fois-ci en qualité de magistrats. Ces tribunaux sont souvent des lieux où l'hystérie est incontrôlable. Les gens s'accusent, se dénoncent, souvent par vengeance ou jalousie. Dans ces tribunaux civils, les sorcières ont rarement un avocat, puisqu'une personne qui défendait une sorcière pouvait elle-même être accusée d'être un serviteur du diable. Au cours des procès, on s'en réfère donc au marteau des sorcières, pour suivre scrupuleusement les procédures d'Heinrich Kramer. Une première série de questions, pour vérifier si l'accusé est une sorcière, des questions minutieusement trouvées pour qu'il soit assez difficile de prouver son innocence, et si l'accusé échoue à cet interrogatoire brusque et souvent déstabilisant, les accusateurs peuvent passer à l'examination. On recherche alors la marque du diable, son lien avec le démon, imprimé sur son corps ou des manifestations publiques de ses pouvoirs rapportées par un témoin. L'accusé est mis à nu, au sens propre comme au figuré, une véritable humiliation publique déguisée en examen médical devant les accusateurs et le reste de l'assemblée. Puis, on finit par la torture, le moyen le plus efficace pour avoir les aveux d'une sorcière. Pour les magistrats, souvent des inquisiteurs, cet aveu est primordial, puisque sans lui, ils n'ont pas le droit de prononcer de condamnation. Les juges font confesser à leurs victimes leur pacte avec Satan, leur union avec le diable ou leur reniement de la foi chrétienne. Les magistrats inquisiteurs demandent parfois aussi des noms de complices, et certaines, après la torture, en venaient même à dénoncer de proches parents ou des amis, qui seront les accusés de demain. Les aveux conduisent principalement au bûcher ou à la pendaison. Celles qui résistent au supplice, sans jamais rien avouer, sont condamnées au bannissement. Ce sont les provinces allemandes qui seront les premières à s'embraser après la parution du Malleus Maleficarum. Mais à peine 2 ans après sa publication, coup dur pour le marteau des sorcières, il est désavoué par l'Église catholique, qui l'interdit et le met à l'index. L'Église spécifiera, je cite, que le Malleus Maleficarum est contraire aux enseignements catholiques en matière de démonologie. Mais ce n'est pas ce désaveu qui marquera la fin de l'épopée de cet obscur ouvrage. Nous sommes dans une époque où l'information ne circule pas aussi bien qu'aujourd'hui, et surtout, tout le monde n'y a pas accès. Dans ce cas précis, on parle d'une Europe très régionalisée, où des conflits perdurent, qu'ils soient politiques ou religieux, avec certains coins de pays complètement isolés où la famine et la maladie sont le lot quotidien. Et c'est au cœur de cette faiblesse de l'époque que les chasses aux sorcières vont fleurir.
elles vont être avant tout très régionales, voire même locales. Des persécutions violentes et rapides qui laissent parfois les accusés et les villageois des bourgades où elles sévissent complètement mortifiés. Généralement, lorsque l'on gratte un petit peu derrière ces histoires rocambolesques de magie et de sorcières qui volent, on y trouve toujours des autorités locales ou des seigneurs qui auront un intérêt tout personnel à faire fi des recommandations de l'Église Vaticane pour continuer à faire justice avec le Malleus Maleficarum, pourtant si contesté. Au-delà du marteau des sorcières, on observe entre 1484 et 1488 un véritable courant naissant, la démonologie. Si cette mode va s'accentuer après la parution du livre d'Heinrich Kramer, pour le coup, elle est vraiment lancée par le pape Innocent VIII lui-même, au travers de sa bulle pontificale de 1484, où il demandait à ses ouailles de se méfier de la sorcellerie et de suivre les recommandations des inquisiteurs. Toute une génération de démonologues ne va avoir de cesse de développer de nouvelles thèses, sur les sorcières, sur le diable, sur le déroulé des sabbats et sur la façon de mener à bien des procès en sorcellerie, permettant parfois de s'affranchir du sulfureux Malleus Maleficarum, tout en glorifiant subtilement ses thèses initiales. C'est le cas d'Ulrich Molitor, médecin démonologue et procureur allemand, qui écrira en 1488 à Constance De Lamis et Phytonicis Mulieribus à propos des démons et des sorcières. Molitor s'inspire du Malleus, sans s'en cacher, puisqu'il cite Kramer et Springer en qualité d'illustres docteurs à plusieurs reprises dans son développement sur la sorcellerie. Un développement qui garde toujours la même moelle. Les femmes y sont l'incarnation de la sorcellerie, des pécheresses qui se seraient détournées des lois de Dieu. Ce livre permettra les procès en sorcellerie de Constance, puis d'Innsbruck, qui cette fois-ci ne passera pas au travers des bûchers. Penchons-nous sur cette deuxième vague, de 1560 à 1610, qui sera quelque peu différente. Nous sommes dans une société qui s'est beaucoup questionnée et qui commence peu à peu à se stabiliser, d'un point de vue royal et religieux. Pourtant, l'ombre du marteau des sorcières n'est jamais bien loin. Dans une partie de l'Europe, en France, en Suisse et en Allemagne entre autres, ce sont désormais des magistrats laïcs, sous les traits de démonologues, souvent auteurs de leurs propres manifestes, qui seront les bourreaux de ces chasses aux sorcières, remplaçant désormais les inquisiteurs. Ceux-ci perdureront néanmoins en Espagne et en Italie. C'est le début de la transformation du système judiciaire, la prise de pouvoir de ces institutions par une classe régnante, qu'elle soit bourgeoise, seigneuriale ou royale. Cette classe porte le visage de plusieurs érudits, persuadés de continuer ces chasses aux sorcières pour une noble cause, donner une discipline morale à la société. On retrouve ainsi Jean Bodin, grand philosophe et juriste de son époque, qui, malgré son avant-gardisme, dans certains de ses ouvrages, comme dans les 6 livres de la République, peut aussi s'avérer bien douteux sur d'autres écrits, comme avec La démonomanie des sorciers, publié en 1580. Il écrit ce livre à la suite de 2 procès en sorcellerie, dans lesquels il participe en qualité d'expert judiciaire. Il prendra à la suite sa plume pour s'interroger sur les sorciers, la magie, les pactes avec le démon et encore une fois la soif sexuelle des sorcières. Étrangement, son ouvrage rappelle le Malleus Maleficarum, jusque dans sa construction, qui établit à nouveau un portrait de la sorcellerie, des méthodes pour identifier des sorcières et quelques règles pour les juger. Dans la continuité de Bodin, vous trouverez Nicolas Rémy, avocat et procureur qui écrira La démonolatrie en 1582. Ce même Nicolas Rémy qui conduira environ 900 sorcières sur les bûchers de Nancy entre 1577 et 1582. Puis Henri Boguette, juge de Saint-Claude en Bourgogne et auteur du Discours exécrable des sorciers en 1602. Manifeste qui connaîtra tout de même 12 rééditions entre 1602 et 1610. Henri Boguette qui, à son tour, conduira environ 600 sorcières à la mort sur 4 années à travers la Bourgogne.
Et enfin, Pierre de l'Ancre, magistrat bordelais, envoyé en Pays Basque pour conduire sa chasse aux sorcières en 1609. Une chasse aux sorcières extrêmement courte, mais qui conduira tout de même 80 personnes, femmes, enfants et religieux à la mort. Il écrira son tableau de l'inconstance des mauvais anges en 1612, ouvrage qui, une nouvelle fois, rappelle celui de ses prédécesseurs et qui nous ramène encore au Malleus Maleficarum, tant Pierre de l'Ancre se passionne pour la sexualité insatiable des femmes basques, qui semblent même parfois le hanter. Mais je ne vous en dirai pas plus sur Pierre de l'Ancre, car je vous parle de lui durant mes visites de la Marche des Sorcières, entre autres. Tous ces éminents personnages vont donner une nouvelle image de la chasse aux sorcières, une certaine reconnaissance philosophique, voire parfois même scientifique, de la magie, des démons, du diable et des sorcières. Et c'est d'autant plus déstabilisant que ces hommes sont tout de même des érudits, des littéraires, parfois même des visionnaires. Alors comment ont-ils pu autant s'investir moralement dans des chasses aux sorcières d'un autre âge ? En France, c'est un petit peu Pierre de l'Ancre, au Pays Basque, qui ferme la longue époque des chasses aux sorcières. Dans les années 1620, le Parlement de Paris commence à interdire les chasses aux sorcières aux juridictions provinciales. Quelques magistrats locaux qui contreviennent à cette règle sont même condamnés à mort sous le règne de Louis XIII pour avoir fait exécuter des sorcières sur le bûcher. Et pour finir, c'est Louis XIV qui mettra fin au bûcher sur tout le royaume de France dans son édit de juillet 1682. De nombreuses chasses aux sorcières vont encore perdurer dans le reste de l'Europe et en Amérique du Nord bien après cela. On pourrait, entre autres, citer le procès le plus illustre, celui de Salem, en 1692. Mais l'aube du XVIIIe siècle éteindra enfin les bûchers, du moins dans cette partie du monde. Il est assez difficile de comptabiliser les réelles victimes du Malleus Maleficarum. Mais on pourrait presque considérer que tous ces démonologues, magistrats, juges, docteurs, philosophes, n'auront en réalité de cesse de réécrire toujours le même livre, le marteau des sorcières, renaissant sans cesse de la plume d'un nouvel auteur. Il ne serait donc pas totalement absurde de considérer que l'entièreté de ces chasses aux sorcières, du XVIe siècle à l'aube du XVIIIe, soit le fruit malheureux de ce livre, né à Cologne, de la main d'Heinrich Kramer en 1487. Sur ces 2 siècles de chasse aux sorcières, plus de 100 000 personnes seront inquiétées, et entre 50 000 et 60 000 personnes exécutées rien qu'en Europe. Plus de 40 000 de ces victimes seront des femmes. Aujourd'hui encore, le Malleus Maleficarum est toujours un succès de librairie. Un ouvrage qui nous questionne, qui nous fascine, en partie parce que nous voulons y voir le visage des sorcières contemporaines, que la littérature, le cinéma et la télévision ont façonné. Tout comme nous voulons y voir la reconquête, la redécouverte d'un pouvoir féminin. Et d'une certaine façon, Heinrich Kramer en a dessiné les premiers contours de cette femme libre et libérée. Bien que je suis certain que ce n'était absolument pas son but en 1486 et que la femme puissante qu'il décrit dans son livre était loin d'exister dans cette époque plutôt instable. Alors avons-nous tort d'y associer toute cette imagerie et d'y poser tous ces messages ? Assurément oui, mais nous aurions aussi tort de nous en priver, car le rôle de l'histoire, c'est de servir les combats d'aujourd'hui et de nous guider vers les acquis de demain.